Je me suis précipité à la maison pour récupérer le contrat où j'ai été stupéfiante d'entendre mon mari pleurer. Il a dit, « Papa. J'ai mis enceinte mon assistante de 7 mois. » Son père a dit, « Sois honnête et excuse tes ouïes auprès de ta femme. » Mon mari a pleuré encore plus fort et a prononcé une phrase qui m'a fait trembler de tout mon corps. Mon nom est Mathilde Dubois, 35 ans, meilleure vendeuse chez Voitures de Luxe Paris pendant 3 trimestres consécutifs. Et je me souviens encore vivement de cet après-midi-là, un ciel de vendredi clair au-dessus de Paris. Je suis rentré plus tôt que d'habitude, prévoyant de récupérer le contrat que j'avais préparé toute la nuit, mais que j'avais oublié d'emporter dans la précipitation du matin. C'était un accord majeur entre notre concession à voitures de luxe et une célèbre entreprise de technologie du centre-ville, qui avait commandé 10 modèles Elegance 600 de 2025 pour récompenser ses meilleurs employés. Un accord dont j'étais fier, un accord que j'avais passé un trimestre entier à obtenir. J'ai ouvert la porte de notre paisible maison à 2 étages en banlieue, avec l'intention de ne rester que quelques minutes avant de retourner au bureau. Mais dès que je suis entré, j'ai entendu des sanglots venant de la cuisine. Les pleurs, c'était étrange, ne ressemblaient pas à ceux de mon mari, Henri. Henri, 38 ans, PDG de Capital West Holdings, l'une des firmes immobilières à la croissance la plus rapide de la région. Pour le monde, il était toujours confiant, calme, ne révélant jamais d'émotion. Mais maintenant, il était affalé sur la table de la cuisine, au téléphone avec Jean, son père. Sa voix tremblait, se brisant comme celle d'un enfant. « Papa, j'ai mis enceinte mon assistante Clémence de 7 mois. Mathilde ne sait rien. » Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Chaque mot qu'il prononçait me frappait comme un coup de poing dans la poitrine. Ma respiration s'est coupée. Mes paumes sont devenues froides. Tout ce que je pouvais faire était de m'appuyer contre le mur, ayant même peur de respirer au cas où il me remarquerait. À l'autre bout du fil, la voix de mon beau-père s'est affaissée, lasse et pleine de déception. « Tu as déshonoré toute cette famille, Henri. Mathilde est une bonne femme. Tu le sais. Mets fin à cette relation avec Clémence et excuse-toi auprès de ta femme avant que les choses n'empirent. » Mais Henri s'est effondré encore plus, sa voix se brisant. « Je ne peux pas. Elle est enceinte. Et Mathilde ne peut pas avoir d'enfant avec moi. » C'était comme si quelqu'un me serrait le cœur. Alors, ce soi-disant destin qui était le nôtre n'était qu'une pitié temporaire. J'avais cru à ces silences, pensant qu'ils contenaient la douleur d'un homme qui avait failli mourir. Mais maintenant, je voyais que ce n'était que de la lâcheté masquée par des larmes. Mon beau-père a continué, son ton lourd. « Te souviens-tu de qui est resté à tes côtés pendant les 6 mois où tu étais dans le coma? Tu as conduit en état d'ivresse et les médecins disaient que tu ne te réveillerais peut-être jamais. J'ai conseillé à Mathilde de demander le divorce, de saisir l'occasion de déménager à Nice et de devenir directrice de Voitures de Luxe Nice. Mais Mathilde, la femme même que tu trahis, a refusé cette opportunité de carrière pour rester et prendre soin de toi jour après jour. » À ce moment-là, tout m'est revenu en mémoire. Je me suis revu il y a 3 ans, assise à son chevet d'hôpital dans cette chambre stérilisée, préparant du café chaque matin, lisant les nouvelles financières chaque soir juste pour qu'il s'habitue à nouveau à la voix de sa femme. Comme le médecin l'avait dit, cela pourrait aider à sa guérison. J'ai cru et j'ai attendu. Pendant 6 mois d'affilée, je lui ai tenu la main et j'ai murmuré, « Je suis là. » Et quand il a ouvert les yeux, j'ai cru que c'était un miracle. Je ne savais pas que le jour où il s'est réveillé était aussi le jour où il a commencé à s'éloigner de moi. Maintenant, dans cette cuisine, l'homme que j'avais sauvé pleurait pour une autre femme. Je n'ai rien dit. J'ai reculé doucement, le cœur battant dans ma poitrine. Mon esprit a fouillé des fragments de mémoire. Des dépenses de dîner clients vagues, une photo dans un bar du centre-ville où il disait rencontrer un VIP, et le 2e téléphone qu'il gardait toujours avec lui. Mis bout à bout, il formait un tableau brutalement clair. Je n'étais pas en colère. Je n'ai pas crié. J'ai juste ressenti un froid creux à l'intérieur. Je me suis dit, rassemblons d'abord les preuves, réagissons ensuite. Je savais que j'entrais dans une bataille, non pas pour garder un mari, mais pour récupérer la vérité. J'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti. Le vent du soir balayait le chemin de briques rouges menant au vieux chêne et vapeur, le petit café que je visitais toujours quand j'avais besoin de me vider la tête. Des lumières jaunes chaudes se déversaient sur les tables en bois. Marianne,
La propriétaire, une veuve d'une 60aine d'années, essuyait le comptoir. Elle a levé les yeux et a souri. Encore une longue journée chez Voiture de luxe, ma belle. J'ai hoché la tête, cachant mes larmes, et j'ai murmuré, plus longue que d'habitude, Marianne. J'ai choisi mon coin habituel près de la fenêtre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Des détectives privés à Paris, des avocats spécialisés dans le divorce en Île-de-France, des registres de location d'appartements en centre-ville. Chaque clic était une nouvelle respiration, une étape dans le plan que je venais de nommer dans mon esprit, la révélation de la fête des pères. Je ne pleurais pas. Je ne supplierais pas. Je le démasquerais devant tout le monde le jour même de la fête des pères, le jour où il se proclamait fièrement l'homme de la famille. Je savais que j'avais perdu un mari, mais je savais aussi qu'il était temps de me retrouver. Dehors, une pluie légère tapait sur le trottoir pavé de pierre, reflétant les phares de la rue principale. À l'intérieur de moi, il n'y avait plus de douleur, seulement de la clarté. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier et tapé la révélation de la fête des pères. Je ne me tairai plus. Je ne protégerai plus personne. Je le laisserai se détruire avec les secrets même qu'il avait essayé d'enterrer. Une scène se jouait dans mon esprit, le brunch de la fête des pères au club de golf, le lieu de rassemblement habituel de la famille avec le sourire satisfait de mon beau-père, le tintement des verres et les vœux chaleureux à l'homme de la famille. Je choisirai ce jour même, cette salle même pour tout révéler. J'ai ouvert PowerPoint, créé la première diapositive, texte blanc sur fond noir. La révélation de la fête des pères, la vérité que tu as essayé de cacher. La lueur de l'écran se reflétait sur mon visage dans le verre embué. Une femme me regardait. Non plus la trahie, mais celle qui contrôlait. J'ai commencé à énumérer les preuves financières, les photos, les témoins, la chronologie, le lieu. Tout devait être indiscutable. En bas, j'ai tapé une petite note, plus de silence. Plus de protection. Dehors, des carillons éoliens tintaient doucement les uns contre les autres. J'ai siroté le café amer, puis j'ai fermé mon ordinateur portable, me sentant comme si je venais de signer ma propre déclaration de liberté. Cette fête des pères ne serait plus la leur. Ce serait le jour de la vérité. Le lendemain matin, alors que la première lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai ouvert l'ordinateur portable que Henri et moi utilisions pour gérer notre travail. Il était déjà parti de la maison tôt, comme d'habitude, sa cravate soigneusement ajustée, son parfum familier flottant encore dans l'air, et son bref adieu habituel en sortant, j'ai une réunion au centre-ville. Je rentre peut-être tard. Quand la porte s'est fermée, la maison est tombée dans un tel silence que je pouvais entendre la respiration régulière de Caramel sous la table. J'ai ouvert l'ordinateur portable que Henri et moi utilisions souvent ensemble pour le suivi des affaires. Il pensait que je ne touchais jamais au registre de dépenses de son entreprise, mais j'avais l'habitude de l'aider à examiner les transactions importantes, les achats de voitures, les coûts publicitaires et les réceptions de clients. Je comprenais comment chaque euro circulait, comment chaque catégorie correspondait à ses dépenses. Je me suis connecté au compte de gestion des dépenses utilisées par son entreprise. Tout semblait normal jusqu'à ce que je fasse défiler les dépenses récentes. Un paiement a attiré mon attention, 4 950 €. Loyer. Tour de la ville. Je me suis figé. Les Tours de la Ville étaient un complexe d'appartements haut de gamme juste en face de son bureau au centre-ville. J'ai continué à faire défiler. 2800 €. Service prénatal de la clinique médicale. Puis une autre transaction, 1200 €. Traiteur le Lumina Café. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quand j'ai tout additionné, le total dépassait 138 000 €, bien trop pour être de simples dépenses professionnelles. Pourtant, chaque facture avait été portée à la carte de crédit de l'entreprise, une carte à laquelle seul Henri avait accès. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour subvenir aux besoins de cette femme, de son appartement à son obstétricien, et même à sa baby shower. Il construisait une seconde vie avec l'argent de l'entreprise, en plein cœur de la ville, tout en rentrant chez moi chaque soir en mentant qu'il travaillait tard sur un gros projet. J'ai appuyé sur imprimer et page après page est sorti de l'imprimante avec un froisson mécanique de jugement. Chaque ligne, chaque transaction était une tranche de vérité affûtée comme un rasoir. J'ai tout placé dans un dossier marron, étiqueté à la main preuve de détournement de fonds.
En scellant le dossier, j'ai ressenti un étrange calme stable s'installer en moi. S'il pouvait mentir avec de l'argent, je dévoilerais la vérité avec des preuves tirées de ces mêmes euros. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable, et un nom a flotté dans mon esprit, Clémence. J'avais besoin de savoir qui elle était vraiment, où elle vivait et quelle était l'étendue de son rôle dans cette histoire. Si ces paiements étaient liés à son nom, alors la prochaine preuve serait sûrement trouvée partout où elle apparaîtrait. Cet après-midi-là, j'ai traversé le centre-ville, le cœur battant à chaque fois que je passais une rue où Henri avait prétendu être, rencontrant des clients. J'ai tourné dans la rue opposée à Développement Henri, celle bordée d'appartements haut de gamme. Je venais de les voir listés dans les registres financiers. Je me suis garé sur le trottoir en faisant semblant de vérifier mon téléphone. Et puis je l'ai vue. Clémence, la secrétaire stagiaire que j'avais rencontrée une fois à la fête de fin d'année de son entreprise. Une jeune femme aux yeux bleus scintillants et un sourire qui ferait regarder 2 fois n'importe quel homme marié. Je me suis souvenu clairement comment Henri me l'avait présentée avec fierté dans la voix, c'est la plus rapide à apprendre du département. J'avais même souri poliment à l'époque. En y repensant maintenant, ce sourire me semble idiot. Clémence était assise devant un café près de l'immeuble, vêtue d'une robe bleu clair qui épousait doucement la silhouette d'une femme enceinte de 7 mois. Elle souriait en se frottant le ventre, discutant au téléphone, probablement avec lui. Tout se déroulait en plein jour, juste devant mes yeux, comme s'il n'y avait rien à cacher. Je n'avais pas besoin d'entendre un seul mot. Cette scène à elle seule confirmait tout ce que j'avais soupçonné. J'ai sorti mon téléphone et j'ai discrètement pris quelques photos depuis la voiture. Le tout dans des espaces publics, la rue, le café, la façade de l'immeuble. Parfaitement légal. Mon objectif a capturé le moment où Clémence a levé les yeux vers le bureau d'Henri. Son regard doux et insouciant, si serein que ça m'a fait frissonner. J'ai enregistré les photos et je les ai étiquetées, Tour de la ville, 12h17. Les preuves n'étaient plus seulement sur papier. Elles étaient vivantes, respirantes et souriantes là-bas. J'ai démarré la voiture et je suis parti lentement, une clarté glaciale se répandant en moi. Je ne suis pas rentré directement à la maison. J'ai tourné vers le petit parc du lac Lafayette, où les érables commençaient à jeter de longues ombres sur l'eau. Je me suis assise sur un vieux banc en bois, regardant les enfants jouer à chat, une lourdeur m'oppressant. Les souvenirs ont afflué. Ces après-midi paisibles où nous nous asseyions tous les deux dans ce même parc, Henri donnant de la glace à caramel pendant que je riais aux larmes tandis que le chien avait de la crème partout sur le nez. À l'époque, Henri me regardait avec des yeux doux et disait « Je n'ai besoin de rien d'autre que toi ». J'y croyais purement, complètement, et maintenant follement. J'avais l'habitude d'avoir hâte de rentrer tôt, de préparer le dîner moi-même, de choisir le vin, de l'écouter parler de nouvelles affaires. Je trouvais de la joie dans de petites choses comme ça. Mais maintenant, la pensée de rentrer à la maison et de le voir, l'homme qui m'avait menti pendant des mois, me donnait la nausée. Je suis resté là longtemps, regardant le coucher de soleil teindre le lac en rouge. La douleur ne montait plus. Elle mijotait lentement et froidement, plus coupante que n'importe quelle larme. Lorsque le soleil a disparu derrière les bâtiments éloignés, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis levé. Je savais que je devais rester calme. Je devais jouer le rôle de la femme qui ne savait rien jusqu'à ce que la vérité soit dévoilée le jour de la fête des pères. Je suis rentré à la maison en fin d'après-midi. Le vent frais du lac soufflait à travers la fenêtre. Tout autour de moi était inchangé. Madame Hélène tondait la pelouse, des enfants faisaient du vélo dans la rue, et notre maison à 2 étages restait aussi paisible que si elle ne cachait pas une tempête. J'ai garé la voiture dans le garage, j'ai arrangé mon expression dans le miroir avant d'entrer. Rien ne pouvait me trahir. Henri était déjà à la maison, sa chemise toujours impeccable, son parfum familier flottant encore dans la cuisine. Il a demandé comme si rien ne s'était passé, « Comment s'est passée ta journée ? Tu as vendu des élégances 600 ?» J'ai souri, ma voix calme. Si calme que ça m'a surprise moi-même. 3. Il semble que tout le monde préfère le blanc perle au noir. Il a ri, a versé du vin et a parlé de son prochain projet. J'ai répondu juste assez, comme n'importe quelle femme discutant avec son mari au dîner. Sauf que je savais que chaque mot de lui était un mensonge. Quand il s'est levé pour débarrasser les assiettes, j'ai observé son dos et j'ai eu l'impression d'observer un étranger. Sur la table, Caramel m'a regardé,
ses yeux marron foncé pleins de quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Il a doucement frotté sa tête contre ma jambe, puis s'est couché avec un soupir silencieux. Je me suis baissé, lui ai caressé la tête et j'ai murmuré doucement, « Bon garçon. Reste silencieux comme maman. » D'accord. Le masque était parfaitement en place. Un dîner tranquille, un faux sourire et un plan qui grandissait régulièrement en moi, heure par heure, minute par minute. Cette nuit-là, après que Henri se soit endormi, sa respiration lente et régulière dans la chambre sombre, je suis resté immobile à côté de lui, mon téléphone allumé sous les couvertures. J'ai envoyé un message à Rémi Dubois, un vieil ami de nos jours de service communautaire, maintenant policier à Paris. Le texte était court, « Rémi, j'ai besoin d'un détective privé fiable. Affaire personnelle, très discrète. » Quelques minutes plus tard, il a répondu, « Il y a quelqu'un qui travaillait pour une grande compagnie d'assurance. Très bon. Il s'appelle Marc Lamy. Je lui demanderai de te contacter. » J'ai regardé l'écran lumineux dans l'obscurité, me sentant comme si j'avais actionné un interrupteur que je ne pourrais plus jamais éteindre. J'ai posé le téléphone, me suis tourné vers Henri, dormant profondément comme un homme qui n'avait jamais rien trahi. La lueur de l'horloge de chevet projetait une faible lumière sur son visage, et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais une étrangère pour l'homme qui était allongé à côté de moi. Le lendemain matin, je suis retourné au vieux Chêne et Vapeur, l'endroit où toutes mes grandes décisions semblaient commencer. Le ciel de Paris était couvert et une pluie légère tombait sur l'auvent en bois du café. J'ai commandé un americano noir, me suis assise à mon coin habituel près de la fenêtre. À 8h30 exactement, la porte s'est ouverte. Un homme grand en manteau de cuir marron est entré, les yeux vifs avec la précision de quelqu'un habitué à étudier les détails. « Mademoiselle Dubois ?» a-t-il demandé, d'une voix basse et ferme. « Oui », ai-je dit, me levant pour lui serrer la main. Marc Lamy, s'est-il présenté. J'étais chez Assurance Mutuelle Île-de-France. Je travaille en indépendant maintenant. Rémi de la police de Paris m'a envoyé. J'ai hoché la tête. J'ai besoin que vous vérifiez certaines choses. Discrètement et dans les limites légales. J'ai fait glisser une enveloppe blanche sur la table. 4 000 € en espèces pour les honoraires. Marquis a jeté un coup d'œil et a fait un petit signe de tête. Il n'a pas posé beaucoup de questions, a juste dit, « Donnez-moi 3 jours. Je saurai exactement qui est Clémence, quand elle et votre mari ont commencé et si elle sait même qu'elle détruit un foyer. » Je l'ai regardé, captant le regard calme d'un homme qui avait vu trop de trahison. J'ai dit calmement, « Je ne veux pas nuire à ces enfants à naître. Je veux juste des preuves discrètes. » Marc s'est levé, a boutonné son manteau. « Je comprends. Elle ne saura pas que la femme du père de ses bébés enquête sur elle. » 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de sa part. Résultat de l'enquête confidentielle. J'ai ouvert le fichier. Chaque ligne me frappait comme un coup de couteau dans la poitrine. Clémence, 23 ans, stagiaire chez l'entreprise Henri, devait devenir employée à temps plein après l'obtention de son diplôme. Croit qu'Henri est séparé et prévoit de l'épouser. Enceinte de 7 mois de jumeaux, entièrement soutenue par lui. Logement, soins médicaux, frais de subsistance autour de la ville. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Étrangement, je n'ai pas pleuré. Peut-être parce que les larmes avaient séché il y a longtemps. Seule l'insensibilité restait. Ce soir-là, nous avons dîné sous des lumières dorées familières. Henri a parlé de réunions d'actionnaires et de plans d'expansion. J'ai hoché la tête, souri, répondu comme si j'étais toujours la femme confiante. Sous la table, Caramel était blotti à mes pieds, léchant occasionnellement ma main comme s'il pouvait sentir que je me maintenais, à peine. J'ai regardé le verre de vin rouge devant moi, pensant à l'homme nommé Marc Lamy, la première personne depuis des années à me dire « Vous n'êtes pas folle. Vous êtes juste plus éveillé que les gens autour de vous. » 30 minutes plus tard, alors que je débarrassais les assiettes, mon téléphone a vibré sur la table. Un message est apparu de Jacques, le meilleur ami de longue date d'Henri, et le témoin à notre mariage. Rencontre-moi en privé. Ne dis rien à Henri. J'ai regardé le texte, mon cœur se serrant. Autrefois, Jacques était le genre à toujours défendre Henri, même quand il avait tort. S'il me contactait maintenant, quelque chose de grave s'était produit. J'ai répondu simplement, demain matin. Vieux Chêne et Vapeur. Le lendemain matin,
je suis arrivé tôt. L'air était humide et frais, les carillons éoliens de l'auvent tintaient doucement chaque fois que la porte s'ouvrait. J'étais assise dans le même coin où j'avais rencontré Marc quelques jours auparavant. Peu de temps après, Jacques est entré. Il avait l'air fatigué et tiraillé. Sa chemise était froissée, ses yeux cernés, comme si le sommeil l'avait fui toute la nuit. Il s'est assis sans me regarder. « Mathilde » a-t-il dit doucement. « Je te dois des excuses. » Je n'ai rien dit, attendant en silence. Jacques a soupiré, posant son café. À mon anniversaire la semaine dernière, la vieille bande était là. Henri a trop bu. Et ivre, il a dit quelque chose que je ne peux pas oublier. J'ai levé les yeux vers lui, mon regard le poussant à continuer. Il a dit, Mathilde ne peut pas avoir d'enfants, alors je laisse Clémence les avoir pour nous. Cette phrase m'a laissé paralysé, même si je m'en doutais déjà. L'entendre confirmé par quelqu'un d'autre m'a fait l'effet d'un couteau planté dans le cœur. Jacques a continué, la voix tremblante. Ma femme l'a entendu. Elle est devenue furieuse, m'a dit que si je restais ami avec Henri, elle me quitterait. Je suis resté silencieux pendant des jours, mais plus j'y pensais, plus je devenais dégoûté. Il a franchi une ligne. Je ne peux plus l'ignorer. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai dit doucement mais fermement, merci, Jacques. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Je m'en occupe maintenant. Il s'est levé, prêt à partir. Fais juste attention, Mathilde. Ce n'est pas le genre d'homme qui tombe facilement. J'ai souri, un sourire froid et calme qui m'a surprise moi-même. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Je n'ai pas besoin qu'il tombe. J'ai juste besoin que la vérité l'emporte. Quand Jacques est parti, je suis restée assise, regardant les dernières gouttes de café tourbillonner dans ma tasse. Dehors, Paris restait bruyante et indifférente. Ignorant qu'une seule phrase venait de mettre fin à un mariage. J'ai sorti mon téléphone, enregistré le message de Jacques comme témoignage verbal, et les classé. Le puzzle s'assemblait, et je savais que le moment du jugement approchait. Cette nuit-là, l'air de Paris était frais après la pluie. J'ai emmené Caramel se promener dans le quartier plus tard que d'habitude, les mains dans les poches d'une veste légère, mon esprit embrouillé par des pensées qui se chevauchaient. Alors que je passais devant la petite maison de Madame Hélène Moreau, notre voisine âgée qui vivait seule dans la rue des Érables, elle arrosait des hortensias sur son porche. « Travailles-tu encore tard, ma chère » a-t-elle demandé, sa voix chaude et rauque avec l'âge. J'ai souri, masquant ma lassitude derrière le même sourire familier. « Oui, madame. C'est une saison chargée chez Voitures de luxe. » Elle a hoché la tête, ses yeux bienveillants sentant quelque chose de plus. « N'oublie pas de manger. Les femmes fortes ont encore besoin de prendre soin d'elles-mêmes. » Je l'ai remercié et j'ai continué mon chemin, marchant sous les longues ombres projetées par les érables. Quand je suis rentré à la maison, Henri avait envoyé un message, « Je travaille tard au centre-ville. » Le même vieux mensonge. J'ai accroché ma veste, me suis versé un petit verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. S'il pouvait construire tout un récit pour cacher la vérité, alors j'en écrirais la véritable version. J'ai créé un compte email anonyme en utilisant un nom neutre et me suis fait passer pour une collaboratrice d'un blog sur les femmes et la vie professionnelle. L'objet était simple, demande d'interview pour stagiaire sur l'expérience professionnelle. Le destinataire, Clémence Dupont, la secrétaire stagiaire chez Groupe de développement Henri. Il m'a fallu près de 10 minutes pour rédiger le message, suffisamment amical et décontracté pour la convaincre que c'était une chance d'être présenté dans un article inspirant. Quand j'ai appuyé sur envoyer, j'ai inspiré profondément, le cœur battant, non pas par peur, mais parce que pour la première fois, c'était moi qui contrôlais le jeu. Un peu après 22 heures, ma boîte de réception a sonné. J'ai ouvert la réponse et les mots ont fait trembler ma main. Bonjour, je serais ravi de partager. Je suis actuellement stagiaire chez Groupe de développement Henri. C'est un homme formidable et gentil. Il a dit qu'il était séparé, attendant juste les papiers pour m'épouser. Je sais qu'il a une ex-femme, mais il m'a dit qu'elle ne se souciait que de son travail et qu'il n'y avait plus d'amour. Je pense que je l'aiderai à retrouver le bonheur. Je l'ai lu encore et encore, les lèvres serrées. Ce message innocent était la preuve la plus accablante à ce jour. Non seulement de trahison, mais des mensonges manipulateurs qu'Henri avait semés dans l'esprit de quelqu'un d'autre. J'ai enregistré l'email, pris des captures d'écran,
sauvegarder des copies sur un compte secondaire. Puis je suis resté immobile devant l'écran, regardant le curseur clignoter comme mon propre rythme cardiaque, régulier, froid et dénué d'émotion. À 23h36 exactement, mon téléphone s'est allumé. Un message d'Henri, « Bonne nuit, mon cœur » envoyé depuis le centre-ville de Paris. Sa localisation a été détectée précisément autour de la ville. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, mes doigts se serrant autour du téléphone. Mon monde s'effondrait peut-être, mais à ce moment-là, je savais que j'étais au bon endroit, du côté de la vérité. J'ai éteint les lumières, je me suis glissé dans mon lit, et Caramel a sauté à côté de moi, posant sa tête sur ma jambe. Dehors, le doux clapotis de la pluie de minuit sur le toit sonnait comme les premières notes d'une tempête qui approchait rapidement. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement calme. Je me suis assise à mon bureau dans le bureau, devant mon ordinateur portable, le dossier et toutes les images que j'avais collectées. Ce que je ressentais n'était plus de la douleur ou de la panique. C'était une concentration extrême, comme si je me préparais pour la présentation la plus importante de ma vie. J'ai ouvert PowerPoint et finalisé le diaporama de la fête des pères. Sur l'écran, j'ai inséré notre photo de mariage, un après-midi dans le jardin de notre maison à 2 étages. Moi en robe blanche, sa main dans la mienne, les yeux remplis d'un bonheur qui me semblait maintenant amèrement faux. La diapositive suivante, j'ai ajouté des captures d'écran des relevés de compte de l'entreprise, le texte clair, paiement, tour de la ville, 4 950 €. Services prénataux, 2 800 €. Traiteur, 1 200 €. En bas, j'ai tapé une note, total 138 000 €. Puis est venu l'email de Clémence écrit avec une confiance innocente lors de notre fausse interview. Il a dit qu'il finalisait son divorce et qu'il m'épouserait une fois que ce serait fait. Je veux juste qu'il soit heureux. J'ai regardé cette ligne. Rien n'est plus brutal qu'un menteur convainquant quelqu'un que sa trahison est un acte d'amour. Et enfin, j'ai inséré la photo d'Henri tenant Clémence sur le balcon des tours de la ville, prise par le détective Marc Lamy avec un téléobjectif depuis un bâtiment en face. La lumière du soir brillait sur le verre, mais on pouvait toujours clairement voir sa main sur son épaule, sa tête inclinée, le sourire tendre que je croyais autrefois destiné uniquement à moi. Chaque diapositive était un fragment de vérité, froid, précis, indéniable. J'ai intitulé la présentation audacieusement « La révélation de la fête des pères, la vérité derrière la famille parfaite ». J'ai sauvegardé le fichier entier sur une clé USB, les glisser dans une enveloppe étiquetée et privée, ne pas ouvrir avant le brunch de la fête des pères. C'était comme si j'entrais dans la phase finale d'une enquête où j'étais à la fois la victime et le témoin. Ce soir-là, quand Henri est rentré, il a posé sa mallette sur la table, a desserré sa cravate et a souri. Je viens d'avoir une réunion avec papa. Cette année, il veut faire la fête des pères au club de golf. Ne porte pas de noir, d'accord? La famille aime les couleurs plus vives pour les photos. Je l'ai regardé, ma voix légère et presque indifférente. J'ai déjà préparé. Il a levé un sourcil, souriant. Préparer quoi? J'ai souri faiblement, mes yeux ne quittant jamais l'écran lumineux de l'ordinateur portable. Une présentation que tu n'oublieras jamais. Il a ri, pensant que je plaisantais, et est monté à l'étage. Et moi, j'ai simplement regardé son ombre disparaître dans l'escalier, ressentant un calme intérieur si étrange qu'il en était presque serein. Une tempête approchait, et cette fois, ce serait moi qui la contrôlerais. La fête des pères est arrivée plus vite que prévu. Ce matin-là, Paris baignait sous un soleil doré, sous un ciel bleu clair. Des voitures de luxe s'alignaient devant le club de golf des Hauts-de-Seine où la famille d'Henri organisait son brunch annuel. J'ai vérifié mon reflet une dernière fois avant de quitter la maison. Une combinaison orange vif et audacieuse, des talons dorés, du rouge à lèvres. Non pas la femme discrète d'un PDG, mais la version de moi-même d'avant qu'il n'entre dans ma vie. Une femme qui connaissait sa valeur et n'avait plus rien à perdre. Dans mon sac à main, la clé USB contenant la présentation reposait à côté de mon rouge à lèvres. J'avais engagé un photographe et un vidéaste à l'avance sous le prétexte de capturer une célébration familiale. Mais dans mon esprit, tout avait été calculé. Chaque image, chaque mot, chaque réaction serait enregistrée comme preuve. La grande salle du club de golf était exquise. Des nappes crème et or, des lys blancs, un doux groupe de jazz jouant dans un coin. Plus de 36 invités étaient présents, parents, amis, partenaires commerciaux.
Tout le monde était élégamment vêtu, riant et discutant. Je suis entré comme une touche de couleur sur le fond neutre, attirant les regards de toutes les directions. Henri m'a vu de l'autre côté de la pièce et s'est légèrement arrêté. Alors que je m'approchais, il a forcé un sourire et a dit à voix basse, « Tu as l'air différente aujourd'hui. » J'ai souri calmement, « Oui, j'ai juste décidé de porter quelque chose que j'aimais avant de devenir la femme d'un PDG. » Il a ri maladroitement, sa main effleurant légèrement mon dos, baissant la voix. « Papa veut que je fasse le discours d'ouverture. Tiens-toi juste à côté de moi, d'accord ?» J'ai hoché la tête, me penchant pour murmurer, « Ne t'inquiète pas, je serai là. J'ai juste quelques mots à dire moi-même. » Il a hésité, ses yeux clignotants de suspicion. Mais ensuite il a souri sèchement et s'est éloigné. À midi pile, le brunch a commencé. Mon beau-père s'est levé, sa voix résonnant dans la salle élégante. « Merci à tous de vous joindre à nous pour cette fête des pères. Notre famille a toujours été bâtie sur la confiance, l'honnêteté et l'amour. » J'ai souri faiblement. Confiance, honnêteté, amour. Des mots si précieux, et aujourd'hui je les ramènerai à leur véritable sens. Tandis qu'il finissait de parler, je me suis levé, ma voix douce mais claire. « Excusez-moi, puis-je avoir quelques minutes ? J'ai une petite présentation pour mon mari et pour la famille. » La pièce est devenue silencieuse. Henri a froncé les sourcils. « Mathilde, là, maintenant ?» J'ai hoché la tête, inséré la clé USB dans le projecteur. Le grand écran derrière le pupitre s'est allumé. Première diapositive, notre photo de mariage dans le jardin de notre maison à 2 étages. Moi en robe blanche. Lui me tenant la main. Le sourire maintenant douloureusement faux. Diapositive suivante, une photo d'Henri tenant Clémence enceinte sur le balcon de l'appartement des Tours de la Ville, prise par Marc Lamy. Des murmures ont parcouru la pièce. J'ai cliqué. Diapositive 3, relevé de compte de l'entreprise montrant 138 000 € de dépenses, loyer d'appartement, soins prénataux, baby shower, traiteur. Diapositive 4, capture d'écran de l'email de Clémence. Le texte limpide, il a dit qu'il finalisait le divorce et qu'il m'épouserait une fois que ce serait fait. L'air s'est épaissi. J'ai entendu quelqu'un laisser tomber un verre de vin. Et puis la dernière diapositive, une citation de l'enquête de Marc relayée par Jacques, le meilleur ami d'Henri, « Mathilde ne peut pas avoir d'enfants, alors je laisse Clémence les avoir pour nous. » La pièce s'est figée. Tous les regards se sont tournés de l'écran vers Henri, pâle, tremblant, ses doigts agrippant son verre de vin. Je me suis retourné, ma voix ferme et froide. Voici l'homme que vous appelez tous un modèle familial. C'est ainsi qu'il définit l'honnêteté et l'amour. Dans le coin inférieur de la diapositive, une note est apparue, toutes les images et documents collectés à partir de sources publiques ou légalement accessibles. Aucune violation de la vie privée. Mon beau-père s'est levé, sa voix brisée. Je savais, mais je n'ai pas eu le courage de parler. Je suis désolé, Mathilde. C'était le point de rupture. Le chaos a éclaté. Cris, chaises qui raclent, certains invités qui partent, d'autres qui filment, prenant des photos. Henri est resté figé, les yeux vitreux, non pas de culpabilité, mais de peur. J'ai retiré mon alliance et je l'ai laissé tomber dans le verre de vin à moitié plein devant lui. Mon avocat vous contactera concernant le divorce et la division de 50% de vos biens. Je poursuivrai l'entreprise pour détournement de fonds sociaux pour soutenir une maîtresse. J'ai doucement tapoté le bord de la table avec mon verre. Joyeuse fête des pères, Henri. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, il y avait des cris, des voix appelant mon nom, le son du soupir de mon beau-père s'effondrant dans la défaite. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai quitté le club de golf alors que l'événement était encore en plein chaos. Le ciel de Paris était devenu gris, de lourds nuages s'amoncelant comme pour refléter l'humeur de ceux qui étaient restés. J'ai marché rapidement jusqu'à la voiture, j'ai enlevé mes talons, je les ai jetés sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Ce trajet n'avait pas de musique, pas de mots, seulement le vent hurlant à travers la fenêtre. Je me suis dirigé directement vers les Tours de la Ville, l'appartement où vivait Clémence, le même endroit qu'Henri avait financièrement soutenu pendant 7 mois. Quand je suis arrivé, j'ai coupé le moteur, j'ai inspiré profondément et j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mon maquillage était impeccable, mais mes yeux étaient différents. Non plus ceux de la trahie,
mais de quelqu'un prêt à clore un chapitre. Je suis entré dans le hall, le parfum et le bruit des talons au résonnant sur le sol en marbre. Le garde de sécurité a hoché la tête, supposant que je rendais visite à un résident, et a simplement demandé « Qui venez-vous voir, madame ?» J'ai répondu « Clémence Dupont, appartement 24B ». Il a vérifié la liste et m'a fait signe de passer. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai vu Clémence debout au comptoir de la réception, un smoothie à la main. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis de confusion alors que je m'approchais. « Vous êtes bien Clémence Dupont ?» ai-je demandé doucement. Elle s'est figée, a hoché la tête, sa voix tremblante. « Oui, et vous êtes ?» J'ai souri, mon regard inébranlable, suffisamment pour qu'elle comprenne, la femme légale d'Henri Dubois. Le visage de Clémence est devenu pâle, sa main tremblait tellement qu'elle a failli laisser tomber sa boisson. « Non, c'est impossible. Il a dit qu'il divorçait. Je ne savais même pas que vous existiez. » J'ai légèrement hoché la tête, ma voix calme comme si je discutais du temps. Il m'a dit le contraire, que vous étiez juste un peu trop amical pour une stagiaire. L'air dans le hall s'est épaissi. Un couple âgé entrant dans le bâtiment nous a jeté un coup d'œil, puis est passé discrètement. J'ai fait signe à Clémence de s'asseoir sur le canapé voisin. Elle a hésité, puis a obéi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai posé sur la table basse devant elle. L'écran s'est allumé avec des diapositives familières, photos d'appartements, relevés de compte de l'entreprise, l'email qu'elle avait envoyé, et la photo d'Henri la tenant sur le balcon. Clémence a porté une main à sa bouche, les yeux embués de larmes. Elle a secoué la tête, la voix brisée. Je ne savais pas. Il a dit que sa femme était froide, qu'elle ne se souciait que de son travail. Je croyais vraiment qu'il était seul. Je l'ai regardé, non pas avec colère, juste avec clarté. C'était une jeune femme prise dans un tissu de mensonges dans lequel j'avais vécu autrefois. J'ai parlé doucement, mon ton plus doux maintenant. Ce n'est pas votre faute, Clémence. Les larmes ont coulé sur ses joues. Elle a baissé la tête et a murmuré, « Je suis désolé, Madame Dubois. Je partirai. Je ne veux plus faire partie de ça. » J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et j'ai hoché la tête. Pas besoin de vous excuser. N'oubliez juste pas de ne jamais laisser personne vous faire croire que la tromperie est de l'amour. Je me suis retourné et je suis parti, le bruit de mes talons résonnant régulièrement sur le sol carrelé. Derrière moi, Clémence est restée assise, une main sur son ventre, les larmes coulant silencieusement. Dehors, un vent froid de la Seine balayait le trottoir humide. J'ai levé les yeux vers le ciel. La tempête était passée, mais son écho resterait. Et dans mon cœur, je savais que ma bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. 3 mois après la fête des pères, l'été à Paris brillait de mille feux, et la vie de chacun dans cette histoire avait complètement changé. Henri a été contraint de démissionner de son poste de PDG par le conseil d'administration après qu'un audit interne ait confirmé qu'il avait utilisé des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, y compris les 138 000 € transférés à l'appartement des Tours de la ville loué pour Clémence. Il a perdu le contrôle exécutif. Sa réputation s'est effondrée. Ses actions ont été gelées. Et maintenant, il vivait tranquillement dans un petit appartement du centre-ville. Chaque mois, il était tenu par le tribunal civil d'Île-de-France d'envoyer un soutien financier à Clémence et à moi. Mon beau-père, autrefois considéré comme le pilier moral de la famille, était maintenant évité par la famille élargie. Les membres du conseil d'administration refusaient de le rencontrer, et les dîners de famille autrefois grandioses à Saint-Cloud se déroulaient désormais avec quelques chaises vides. Quant à moi, j'ai gardé la maison à 2 étages à Courbevoie, grâce à mon avocat qui a prouvé qu'il s'agissait de mes biens propres achetés avant le mariage avec mes économies et l'héritage de ma grand-mère, notarié en 2014. Cette maison, autrefois remplie de larmes silencieuses, était devenue un symbole de renouveau. Ma carrière chez Voitures de luxe a également pris un tournant après que les médias aient repris l'histoire. Je n'étais plus Mathilde, la femme trahie par son mari, mais Mathilde Dubois, celle qui s'est relevée. Le conseil régional du Centre-Ouest m'a invité à prendre la parole lors d'une conférence interne sur la force féminine dans l'industrie automobile. Mes ventes ont doublé et mes collègues m'ont surnommé en plaisantant la reine de Voitures de luxe Paris. Un après-midi d'automne, alors que la lumière du soleil filtrait à travers la vitre du showroom, une femme d'âge mûr est venue chercher sa nouvelle voiture. Tenant le contrat,
Elle m'a offert un sourire triste. Mon mari vient de me quitter. Après 22 ans de mariage, il a dit qu'il voulait recommencer. J'ai posé doucement ma main sur son épaule et j'ai répondu, je connais ce sentiment. Mais vous vous en sortirez parce que les femmes comme nous trouvent toujours un moyen de continuer à avancer même lorsque la route change. Elle a ri, les yeux brillants. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon avec Caramel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai publié mon premier statut public depuis que tout s'était passé. Ces temps d'infertilité n'ont jamais été de ma faute. La loyauté ne mérite pas la trahison. Le message s'est propagé rapidement. Au matin, j'avais des centaines de messages de femmes du monde entier. Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, partageant des histoires qu'elles pensaient avoir été les seules à subir. J'ai lu chacun d'eux, puis j'ai décidé de créer un groupe de soutien appelé Plus de silence, une petite communauté en ligne où les femmes pouvaient partager, apprendre l'autodéfense émotionnelle et reconstruire la confiance après la trahison. J'ai commencé à publier de courtes vidéos sur les réseaux sociaux, partageant les leçons que j'avais apprises, de la façon de rester calme en découvrant la vérité à la façon de se tenir droite lors d'une audience de divorce. Mon histoire ne s'est pas arrêtée là. Un jour, le producteur du populaire podcast YouTube Histoire de nous m'a contacté. Il voulait que je partage mon parcours dans un épisode spécial sur le courage des femmes. Le titre, Elle a démasqué son mari le jour de la fête des pères. Dans les 72 heures suivant sa diffusion sur YouTube et Spotify, il avait plus de 200 000 écoutes. Les gens en ligne m'ont appelé une icône de l'honnêteté et la femme qui a rendu la vérité à la mode. Une semaine plus tard, j'ai été invité pour une interview en direct sur la chaîne d'information locale de Paris. Devant la caméra, je n'ai pas tremblé. J'ai regardé directement l'objectif et j'ai parlé lentement, chaque mot clair, je ne veux pas être considéré comme une victime. Le silence n'est pas une force. Les lumières du studio se reflétaient sur mes cheveux et je savais que je n'étais plus la femme que j'étais autrefois. Une semaine après la diffusion, Marc Lamy, le détective privé, m'a appelé. Sa voix était basse et fatiguée. Mathilde, j'ai une nouvelle cliente. Elle a découvert que son mari la trompait avec 3 stagiaires. Elle a besoin de conseils plus que de preuves. Je veux que tu l'aides. J'ai baissé les yeux sur Caramel, blotti à mes pieds, et j'ai souri doucement. En voilà moi. Il est peut-être temps que j'aide quelqu'un d'autre à se relever comme je l'ai fait autrefois. J'ai doucement fermé l'ordinateur portable. La lumière du coucher de soleil inondait les fenêtres. La tempête était passée, et des décombres de la vérité, un nouveau départ prenait forme, paisible, enraciné et rayonnant. Un après-midi tranquille de week-end, alors que la lumière du soleil s'étirait sur le plancher en bois à travers la fenêtre, j'ai décidé de ranger la remise arrière, un petit espace rempli de vieilles boîtes en carton, contenant autrefois des souvenirs de moi et d'Henri. L'odeur du bois poussiéreux et de la lavande séchée me donnait l'impression de trier les couches de mon propre passé. J'ai ouvert chaque boîte, organisant des documents, des photos et des souvenirs que j'avais autrefois chéris. Au fond d'une vieille boîte en bois, j'ai trouvé une petite enveloppe jaunie, écrite à la main de l'écriture familière de ma mère. À l'intérieur se trouvait un papier soigneusement plié, son écriture penchée et soignée. Quand quelqu'un te ment en pleurant, ne le console pas, essuie tes propres larmes. Je l'ai lu encore et encore, entendant sa voix dans mon esprit, douce mais ferme. Mes larmes ont coulé, non pas de chagrin, mais de libération. J'ai encadré la note dans un petit cadre en bois et je l'ai accrochée au mur du salon, juste à côté de la photo de Caramel et de ma mère. Je voulais que ces mots me saluent chaque matin, un rappel que la vraie force ne vient pas de l'endurance, mais du choix d'essuyer ses propres larmes. 1 an plus tard, Paris au début du printemps était claire et pleine d'espoir. Je suis retourné à la paroisse Sainte-Anne, l'église où j'allais autrefois avec ma belle famille. À l'époque, je m'asseyais toujours au fond, hochant discrètement la tête tandis que d'autres louaient le sacrifice d'une bonne épouse. Mais aujourd'hui, je suis entré en chaussures plates, portant un petit carnet. Non plus une femme cachant ses larmes derrière des sourires, je suis venu comme quelqu'un qui connaissait maintenant sa valeur. Ce jour-là était le dimanche des femmes où les femmes partageaient de véritables histoires. Lorsque l'hôtesse a invité des volontaires, je me suis levé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé autour de la pièce. J'avais l'habitude de penser que le pardon signifiait les laisser revenir, ai-je commencé calmement. Mais je me suis trompé. Le pardon n'est pas une question de retour. C'est une question d'avancer sans le poids. La pièce est restée silencieuse un instant, puis quelqu'un a applaudi, puis un autre,
et puis toute l'église s'est levée, les applaudissements résonnant sous les vieilles arches de pierre. J'ai souri. Aucune amertume, aucune accusation, seulement la paix de quelqu'un qui avait traversé une tempête et était reconnaissante d'être toujours debout, toujours convaincu de sa propre bonté. Après le service religieux, j'ai réalisé quelque chose. Le silence ne fait que permettre au mal de survivre, tandis que la vérité, lorsqu'elle est partagée correctement, peut guérir à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Alors, j'ai lancé une petite émission de discussion appelée La table de la vérité au vieux chêne et vapeur, le café même où tout a commencé. Où je me suis assise pour la première fois lorsque j'ai découvert la trahison d'Henri et que j'ai juré de ne plus jamais me taire. La première session comptait 6 femmes assises autour d'une table ronde en bois. Chacune apportait une histoire, une blessure. Pas de script, pas de lumière de scène, juste du café, des larmes et des rires. Je ne l'ai pas appelée une émission. Je l'ai appelée Thérapie honnête. Chaque semaine, de nouveaux visages se joignaient. Une femme de 25 ans qui venait de quitter un mariage toxique. Une mère de 60 ans après 3 décennies de silence. Une jeune étudiante qui a dit avoir regardé ma vidéo sur l'histoire de Noob et avoir choisi de ne pas retourner vers son petit ami violent. Chaque histoire était un acte de courage. Et je me suis assise parmi elles, non pas comme une enseignante, mais comme quelqu'un qui était tombé et qui aide maintenant les autres à se relever. Un après-midi, juste à la fin de la session, Madame Hélène Moreau, ma voisine âgée, est entrée, vêtue d'un cardigan gris, tenant une tarte aux pommes dorées et chaude, dont l'arôme sucré a rempli la pièce. Bienvenue de nouveau dans la vraie vie, a-t-elle dit, en la posant sur la table. Je me suis avancé et je l'ai serrée dans mes bras. Les larmes ont de nouveau coulé, mais cette fois non pas de douleur, mais de gratitude, de n'avoir pas seulement retrouvé moi-même, mais d'avoir trouvé une communauté de sincérité. Caramel a couru autour de la table, sa queue dorée remuant, ses pattes tapotant sur le plancher en bois. Certaines femmes ont ri, d'autres ont sorti leur téléphone pour capturer l'instant. Les rires ont retenti dans le café, se mêlant à l'odeur du café torréfié et de la tarte chaude, comme si quelqu'un avait ouvert la fenêtre pour laisser le soleil inonder la pièce après une longue tempête. Je me suis assise en sirotant mon café, regardant autour de moi, des visages souriants, des yeux qui n'avaient plus peur. Et j'ai réalisé que c'était la vraie récompense de tout cela. Non pas la chute d'un menteur, mais la renaissance d'âmes blessées apprenant à raconter leurs histoires sans trembler. Un matin de printemps, un doux soleil doré filtrait à travers les rideaux, atterrissant sur le comptoir de la cuisine où Caramel somnolait. J'étais en train de faire du café lorsque le téléphone a sonné. L'écran affichait Madame Duval, une ancienne cliente qui m'avait acheté un Élégance LX 2 ans plus tôt. J'ai répondu, sa voix tremblante. Mathilde, j'ai entendu ton histoire dans le podcast. Je vis la même chose. Mon mari me trompe avec quelqu'un au travail, et je ne sais pas par où commencer. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant les tulipes fleurir dans le jardin, et j'ai dit doucement, tu n'as pas à être forte aujourd'hui. Sois juste honnête avec toi-même. Le reste deviendra plus clair. Silence au bout du fil, puis un doux soupir, comme un fardeau relâché. J'ai souri, sachant qu'une seule phrase peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre, tout comme la mienne a commencé un après-midi en larmes. Quelques jours plus tard, sous le ciel bleu de Paris et la brise fraîche du lac, j'ai ouvert la porte de ma nouvelle Élégance RX 350. Un cadeau de l'entreprise après être devenue la reine de voitures de luxe Paris. Caramel a sauté sur le siège passager, posant sa tête sur la fenêtre, ses yeux marrons pétillants au soleil. J'ai quitté le quartier le long de l'avenue Jean Jaurès, en direction du pont de la Liberté, où j'avais autrefois promené Caramel pendant mes jours les plus solitaires. La vue n'avait pas changé, mais tout le reste oui. Le vent ébouriffait mes cheveux, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. J'ai allumé la radio. Renaître a commencé à jouer. Guitare douce, une voix féminine chaude et rauque. J'ai souri. Ma propre voix en superposition. Douce mais ferme. Il a tout perdu à cause des mensonges. J'ai tout trouvé grâce à la vérité. Sur le pont, la lumière du soleil scintillait sur l'eau comme un chemin vers l'avenir. Caramel a incliné la tête, a aboyé doucement comme s'il était d'accord. Je l'ai caressé, une vague de paix m'envahissant. Au loin, la ville de Paris brillait sous le soleil du matin. Des tours de verre reflétant les ciels bleus, des ponts reliant deux rives, preuve que de ce qui est brisé, nous pouvons reconstruire.
plus fort, plus brillant et plus réel. Alors que la voiture traversait le pont, la caméra imaginaire s'est éloignée. Eau scintillante, ciel clair, vent soufflant dans mes cheveux dorés. L'écran s'est estompé en noir. Sur une ligne d'horizon ensoleillée de Paris, ces mots sont apparus, certaines femmes brûlent des ponts. D'autres construisent de nouvelles villes. La musique s'est estompée. Seul le vent et un battement de cœur régulier sont restés. L'histoire s'est close, non pas avec de la vengeance, mais avec la liberté. Si vous avez déjà fait face à la trahison, sachez ceci, le silence ne vous sauvera pas. La vérité vous libérera. Partagez votre histoire. Dites au monde que les femmes ne sont pas faibles ou émotives. Nous sommes plus fortes et plus sages qu'elles ne l'imaginent.